Alors, chers amis et chères familles, sur cette première photo prise il y a quelques jours, vous me voyez assis devant l'aquarium de mon bureau. Cet aquarium est assez spécial, ne serait-ce déjà que par sa forme. J'en parlerai peut-être un autre jour. Dedans, il y a des poissons qui proviennent surtout de l'Inde du Sud et de l'île de Ceylan. Quand j'ai commencé à penser à cette conférence, j'ai dû d'abord en choisir le titre. Et j'ai pensé que les poissons de ma vie seraient un titre amusant qui me fait un peu penser à certains auteurs qui ont écrit sur les femmes de leur vie. Mais plus sérieusement, quand nous avons commencé à sélectionner les photos pour montrer ces différents poissons, Julien et moi, nous avons eu un grand problème. En effet, les espèces se sont accumulées et à un certain moment, Julien m'a dit, mais maintenant il faut qu'on s'en arrête parce qu'on en a déjà beaucoup trop. Et alors, on a été devant un gros dilemme. Que fallait-il faire? S'arrêter là où on était ou au contraire supprimer beaucoup des espèces que nous avions déjà choisies pour pouvoir introduire par exemple des espèces de Madagascar que nous n'avions pas encore abordées. Finalement, on a choisi la première solution, c'est-à-dire que nous avons gardé à peu près toutes celles que nous avions choisies et j'espère que ça ne va pas être trop long. Pour ce qui est des poissons de Madagascar, qui me tiennent bien entendu très à cœur, cela sera, j'espère, pour une prochaine fois. Il y a du reste encore des poissons qui viennent d'Asie du Sud-Est, même de Nouvelle-Guinée, dont j'aimerais aussi beaucoup pouvoir vous parler, et ça ne sera pas possible ce soir. Alors voilà, avec cette première photo qui montre une grenouille sur une feuille de nénuphar, il faut vous imaginer que nous sommes en Angleterre et que cet étang se trouve dans une propriété dans la campagne anglaise. En effet, mon père, après avoir travaillé quelque temps en Suisse, mon père était docteur en droit et donc juriste, avait décidé que ce premier travail ne lui convenait plus et avait donc suivi un stage pour devenir diplomate. Après avoir été reçu comme diplomate, il avait reçu son premier poste à l'étranger et c'était auprès de notre représentation diplomatique de Londres. À l'époque, cette représentation diplomatique ne s'appelait pas encore une ambassade, mais bien une légation et son chef n'était pas un ambassadeur, mais avait le titre de ministre. Nous sommes donc partis pour l'Angleterre, toute la famille, c'est-à-dire mon père, ma mère, mon petit frère Max Henry, que nous allions appeler Maxi, et une gouvernante, mademoiselle Guerra, qui sera bientôt pour nous comme une seconde mère et que nous appellerons toujours Nana. Nous sommes donc partis, je pense, peu avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Et de ces premiers temps en Angleterre, sans doute à Londres, je n'ai que quelques souvenirs confus. Mais l'un d'eux, malgré tout, m'est resté. Un soir, une alarme retentit et nous devions descendre précipitamment dans un abri souterrain. Et là, je me souviens d'avoir entendu des boum, boum, boum. Les avions allemands commencent à bombarder Londres. Très vite, cela va devenir trop dangereux. Et la famille, mon père, lui, malheureusement, doit rester à Londres puisqu'il travaille à la légation, mais heureusement, il ne lui arrivera rien et la légation ne sera pas bombardée. Mais ma mère, mon frère et notre gouvernante et moi, nous devons aller chercher refuge à la campagne. Au début, c'est un peu difficile, cela se passe mal, mais heureusement, nous sommes reçus par des gens adorables, les Cooper. Ce sont des cousins anglais à nous. Et M. Cooper, qui a un très beau jardin, dont il s'occupe dont il s'occupe énormément, a aussi dans ce jardin un bel étang.
et cet étang est peuplé de grenouilles. Et à ce moment-là, je deviens absolument amoureux de ces animaux. Je vais jusqu'à imaginer avoir vu une extraordinaire grenouille rouge, rayée de jaune vif, et je vais rechercher cet animal pendant assez longtemps. Vous voyez, je suis déjà à la recherche de nouvelles espèces. Bon, finalement, nous trouvons une maison à la campagne qui nous convient. Et là, pour moi, cela va être un peu comme un paradis. Car cette maison est située près d'un petit village qui s'appelle Bledlow, mais elle est en pleine campagne. Et devant nous, il y a des champs presque à l'infini, jusqu'à une ligne de collines boisées, les Chiltern. Je peux donc parcourir cette étendue sans aucun problème, car dès que je peux circuler à bicyclette, je pourrais me rendre partout. En effet, à cette époque, il n'y a plus, pour ainsi dire, plus de trafic automobile, puisque c'est la guerre, et les campagnes sont assez désertes. Bien sûr, dans les champs, je retrouve des grenouilles, bien qu'il n'y ait pas d'eau à proximité. J'imagine que c'était des grenouilles rousses, Rana temporaria, auxquelles nous faisons parfois subir quelques traitements pas très agréables, comme par exemple les mettre dans notre bouche et les faire sortir de nos bouches devant les invités, ce qui a un certain effet. Mais il y a quelque chose quand même qui me cloche chez moi. Ma mère a remarqué que j'ai un problème avec mes yeux. Je pense que c'était surtout mon œil gauche qui se mettait à loucher, qui avait un assez fort strabisme. Alors ma mère décide qu'il faut aller consulter un oculiste. C'est ainsi qu'on appelait un ophtalmologue à cette époque. Et comme les oculistes ne courent pas les campagnes anglaises, il faut se rendre à Londres pour cela. Or, se rendre à Londres en pleine guerre, en semaine, n'est pas chose très facile. Il faut pouvoir se déplacer jusqu'à une ville où il y a un train pour Londres. Et une fois arrivé à la gare à Londres, il faut encore trouver un taxi. Il y a très, très peu de taxis. Mais heureusement, nous en trouvons un. Et alors là, j'ai encore un souvenir très vivace. Nous sommes en train de parcourir très lentement une grande rue parce que la chaussée est en mauvais état. Et tout à coup, ma mère de s'exclamer, « Mais regardez, toutes les maisons sont presque toutes démolies ou en ruine. Les bombes allemandes ont frappé très durement ce quartier. » Enfin, nous arrivons chez l'oculiste et là, je subis le premier examen de ma vue. Je ne savais pas à l'époque que j'allais en subir des centaines dans le reste de ma vie. Encore aujourd'hui, j'ai 2 contrôles par an. Pour un enfant, je pense que j'avais 6 ans à l'époque, un examen de la vue est assez pénible. Après avoir dû déchiffrer des lettres sur un tableau, on vous met une lumière très, très forte dans l'œil et on vous demande de regarder en haut, en bas, à droite en haut, à gauche en bas, etc. Et cela dure très longtemps. Quand la séance a été finie, ma mère a vu que j'étais très fatigué et presque sur le point de pleurer. Alors, elle m'a dit, voilà, tu as été très gentil, tu as très bien répondu à l'oculiste, alors je vais essayer de te faire un cadeau. Et nous nous sommes rendus dans un des grands magasins de Londres, un des seuls qui restait encore debout. En Angleterre, on appelait ces magasins des department stores et un des départements de ce magasin était un département animalier. Hélas, le choix d'animaux et de matériel était pitoyable. Vous pensez, pendant la guerre, il y avait d'autres, il y avait plus rien n'était produit, plus rien n'était trouvé. Cependant, ma mère réussit malgré tout à débusquer un petit aquarium avec des cornières métalliques vertes et choisit 3 poissons que vous voyez sur cette image. Il y avait donc 2 poissons dits voiles de Chine et un poisson télescope. Comme vous le savez, ces poissons appartiennent tous à la même espèce, Carasus auratus, et c'est des mutations qui ont été sélectionnées par les Chinois au cours des siècles et qui ont réussi à fixer ces formes étranges. Hélas, les Asiatiques
continuent toujours à faire cela et maintenant ont même modifié de ravissantes petites espèces en les dotant de grands voiles comme les tanichtis, les dagneaux et même les néons. C'est très dommage car dans bien des cas maintenant, quand vous allez dans des magasins, il est très difficile de trouver des formes naturelles de ces poissons. Bon, pour revenir à notre magasin, ma mère prend encore un peu de sable pour le fond et quelques plantes aquatiques. Et tout à coup, dans un coin, je vois une extraordinaire salamandre blanche. Et il suffit qu'on la prenne aussi. Et ce vœu est exaucé. Comme vous le voyez sur cette photo, il s'agit d'un axolote. Ces salamandres mexicaines, dans ce cas albinos, et qui ont la particulier souvent d'être néoténiques, c'est-à-dire qu'elles conservent, alors qu'elles sont devenues sexuellement actives, des caractères de la jeunesse. Dans ce cas-ci, le caractère de jeunesse qui a subsisté et qui est le plus visible, ce sont ces branchies extérieures rouges. Bon, nous retournons à Bledlow, à la maison, avec ce matériel, et l'aquarium est installé dans la cuisine. Au début, bon, ça ne se passe pas trop mal, mais après quelques jours, après quelques semaines, disons, nous voyons qu'il y a un problème. Si les poissons semblent se contenter de la pincée de nourriture sèche qu'on leur donne tous les jours, ce n'est pas le cas de l'axolote, qui commence à avoir très faim. Alors, pour essayer d'apaiser son appétit, il mord la nageoire caudale d'un des poissons et comme il n'arrive pas à arracher le morceau, il reste pendu à cette nageoire et le pauvre poisson de le trimballer d'un bout de l'aquarium à l'autre. Alors, finalement, on détache l'axolote et on le donne à quelqu'un d'autre. Mais les poissons n'allaient pas vivre en paix pendant très longtemps. En effet, quelques jours plus tard, je prends ma bicyclette pour me rendre auprès d'un ruisseau dont on m'a parlé. J'ai avec moi une épuisette et un récipient pour garder d'éventuelles captures. Ce ruisseau a été en fait transformé en cressonnière, c'est-à-dire que des digues barrent son cours de 10 mètres en 10 mètres. Et comme la pente est faible, cela provoque l'inondation de parcelles assez grandes dans lesquelles ont été plantés du cresson. Pour que l'eau puisse s'écouler d'une terrasse à l'autre, une encoche a été creusée au milieu de chaque digue en terre. Et pour éviter que ces digues s'érodent sous l'effet du courant, qui est assez vif, un assemblage de 3 planchettes de bois empêche justement cette érosion de se produire. L'eau qui coule rapidement sur ces planchettes tombe ensuite dans une petite cascade de 30 à 40 cm de haut. Cela dégage un espace dans le cresson, car sous cette cascade, l'eau est plus profonde. Alors, comme je ne peux évidemment rien pêcher dans la cressonnière proprement dite, parce que j'abîmerais les plantes et il y a trop peu d'eau, je m'avance jusqu'à une de ces, disons, étendues d'eau libre sous la cascade et y plonge mon épuisette. Et presque immédiatement, quand je regarde au fond de mon épuisette, que vois-je? Un poisson absolument merveilleux. C'est un véritable éblouissement pour moi, un choc. Il est rouge, toute sa partie antérieure est rouge vif, et le ventre aussi, et la partie arrière est vert comme ça, un peu phosphorescent. Alors je me hâte de le mettre dans son récipient et je repars à toute vitesse à bicyclette pour aller le mettre dans mon aquarium. Ce qui est fait. Donc le poisson, il prend les choses assez calmement, semble-t-il. Et très rapidement, il se met à arracher les plantes de l'aquarium, les quelques petites plantes de l'aquarium, pour construire son nid. Parce que les épinoches, j'apprends alors le nom anglais du poisson, stickleback, c'est-à-dire épineux d'eau, c'est leur habitude. Ils veulent construire la vidéo et puis le poisson sont comme ça. Il y a quelques poissons marins comme les labres, mais c'est vraiment très rare. Et donc, ils font un nid et après, ils se posent devant
et ils espèrent qu'une femelle gravide va passer et Ouais, qu'elle je va vois, pouvoir t'inquiète. entrer dans son nid pour qu'il puisse se reproduire avec elle. Évidemment, mon pauvre Pinoche, là, il attend, il n'y a personne qui vient. Par contre, il y a les poissons, là, les autres poissons qui passent devant le nid. Et un épinoche qui garde son nid, ben, il est très agressif, Ouais. et il Ouais, je suis déteste content de le voir. et donc, il attaque les poissons qui passent. Il tente si bien que finalement, il tue le télescope. Alors, ma mère accourt, elle est absolument furieuse. Elle me dit, ces poissons sont très rares, ils m'ont coûté très cher. Et voilà que tu ramènes un horrible poisson, qui les tue. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut s'en débarrasser. Et alors là, j'ai une réaction absolument ferme. Rien à faire. Je ne veux absolument pas me séparer de mon poisson. Je le trouve beaucoup plus intéressant que les poissons voiles et je veux absolument le garder. Et je pense que ma mère, qui finalement trouve que j'ai bon goût, est d'accord et on laisse l'épinoche dans l'aquarium. Bon, je vais me coucher, je dors et la première chose que je fais le matin en me réveillant, c'est de courir à la cuisine pour voir comment va mon poisson. Et là, c'est une grosse déception. Sans doute lassé de ne pas voir venir de femelle, mon épinoche a repris sa parure normale, c'est-à-dire qu'il est devenu un petit poisson un peu maigrelet, gris verdâtre, qui n'a pas l'air très beau, avec ses grandes épines sur le dos et ses plaques osseuses sur le ventre. De reste, le nom du genre indique ceci, c'est qu'il a des plaques osseuses sur le ventre. Et donc là, je suis d'accord de m'en débarrasser. Et j'ose espérer, mais j'en suis pas très sûr, que j'ai été le ramener à sa cressonnière. Ah voilà, c'était donc la première fois que j'attrapais un poisson sauvage. Et dans ma vie, maintenant, ça va devenir une passion et je ne vais pas faire plus que ça, mais enfin faire ça très souvent. Voilà, alors encore un mot sur les épinoches, parce que c'est vraiment des poissons intéressants, parce que comme j'ai dit, il y a vraiment très peu de poissons qui bâtissent un nid pour se refroidir. Et beaucoup d'années plus tard, avec un de mes professeurs de zoologie, il mentionne cette mode de reproduction de ce poisson et dit qu'il aimerait bien nous le montrer. Et moi, je lui dis, donc ça se passe à Lausanne, ceci, et moi, je lui dis, écoutez, ce n'est pas de problème. Moi, je sais où il y a des épinoches près d'ici. Il y a un canal qui recueille les eaux d'infiltration d'une rivière qui s'appelle l'eau froide, qui est la seule autre rivière, à part le Rhône, qui rentre dans le lac à cet endroit, donc au bout du lac. Et je suis sûr que dans ce canal, je devrais pouvoir vous attraper des épinoches. Alors, on y va. Et en effet, très rapidement, j'attrape plusieurs épinoches, dont un très beau mâle. Et puis, un dernier coup de filet me rapporte une grande truite de plus de 25 cm de long. Alors, on a un petit conciliabule si on va la garder et la manger ensemble. Mais comme on était, je crois, 5 personnes, ça n'aurait pas fait des portions très grosses. Donc, on a remis la pauvre truite dans son canal. On a rapporté les poissons au laboratoire, au palais de Rumine, ça se passait. Monté vite un aquarium. Cette fois, on avait pris soin de prendre beaucoup de plantes. Et mon épinoche, très rapidement, a fait un nid et on a pu observer la ponte. J'aurais voulu vous montrer des photos d'un épinoche gardant son nid, mais on n'en a pas trouvé sur le net. Alors, je vous ai montré cette image qu'on a tirée d'un dictionnaire. Tu te souviens, Julien, que c'était? Oui. Oui. C'était un dictionnaire d'histoire naturelle. D'histoire naturelle par Charles d'Orbigny. Oui, qui avait été, disons, rassemblé par d'Orbigny, qui était un grand savant français, qui avait été, disons, un élève de Buffon et de Cuvier. Et voilà, je trouvais que l'image est assez jolie et elle montre bien donc le poisson gardant son lit. Voilà. Bon, finalement, alors maintenant passons à autre chose. Finalement, la guerre est en train de se terminer. On se bat encore en Allemagne, mais la France a été complètement libérée et donc nous pouvons rentrer après avoir passé 4 ans en Angleterre, que dis-je, presque 5 ans en Angleterre. Et évidemment, ma mère est très soucieuse de revoir ses parents. Mon père, lui, le pauvre, il ne reverra jamais sa mère car elle est morte entre-temps. Mais donc, nous partons, nous quittons Bledlow. Et bon, pour rentrer en France, nous prenons d'abord un bateau, débarquons à Dieppe, nous mettons dans un train
Et là, on nous dit que le train ne va pas aller très vite parce que les rails ne sont pas très stables. On vient de les reposer. Et en effet, je regarde par la fenêtre et c'est assez étonnant. Les rails slalom ont des trous d'obus. On voit qu'on s'est vraiment beaucoup battu là. Enfin, on arrive à Paris, on se met dans le meilleur hôtel, on reste quelques jours là parce que mes parents veulent voir la capitale libérée. Moi, nous nous promenons avec Nana. Des soldats américains nous offrent nos premiers chewing-gums. Bon, on repart ensuite en train. Et on est bloqué dans la gare de Dijon parce qu'on nous a pris notre locomotive. Il fait un froid de canard. Rester dans des wagons non chauffés, sans couchette, sans rien, ça c'est abominable. Je commence une pneumonie. Heureusement, je suis sauvé par un médecin américain qui me fait une piqûre de pénicilline et je suis guéri en moins de rien. Enfin, finalement, on trouve une locomotive. On arrive à la frontière à Valorbe. Il y a des mètres de neige. On est bloqué assez longtemps à cette frontière. Je suis très étonné de voir tellement de neige. J'avais vu déjà un peu de neige en Angleterre, mais des mètres comme ça, c'est rien. Et finalement, on arrive à la gare de Lausanne où on est reçu par mes grands-parents maternels qui sont tout contents. Au début, je trouve la Suisse et Lausanne merveilleuse. Comme il y a du chaud dans les magasins et tout. Bon, c'était très relatif, mais par rapport à l'Angleterre, c'était comme ça. Mais ensuite, on me met dans une école suisse dans une école à Lausanne qui s'appelle l'École Joyeuse, mais moi, je ne la trouve pas joyeuse du tout. Je n'aime pas du tout les enfants suisses, je les trouve rudes, mal élevés, toujours prêts à vous faire des sales coups. Et puis, il faut que je change complètement de méthode, d'éducation. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Je dois écrire d'une manière différente, faire des plans, des liés, tremper mon bec dans un encrier, mettre de l'encre partout. Enfin, bon, ça. Bon, il y a quand même quelques bonnes choses. Par exemple, je fais ma première conférence sur le grébupé, donc cet oiseau plongeur remarquable, c'est vrai qu'il a des mœurs tout à fait extraordinaires, et ça a un petit succès, voilà, je débute donc pas trop mal, et puis surtout, je retrouve l'aquarium de mes parents, parce que mes parents, avant la guerre, avaient déjà été des aquariophiles. Et alors cet aquarium, c'est un aquarium à cornière métallique, peut-être 60 cm de long, assez haut, comme ça, 35 cm, surtout assez profond, 40 cm. Et, et bon, je suis tout content parce qu'évidemment, je pense tout de suite remettre de l'eau dedans et des poissons. Il faut quand même changer la plaque de fond qui est en métal parce que là, ça fuit trop. On met une vitre à la place. Et alors, c'était intéressant parce que cette plaque de fond avait un espèce de renflement, un petit peu comme un verre renversé. Et c'était pour que on puisse, si on mettait l'aquarium sur des plots, qu'on puisse mettre dessous une lampe à alcool pour chauffer l'eau. Vous voyez, la flamme rentrait dans ce trou et puis ça pouvait ainsi chauffer l'eau. Mais enfin, mes parents avaient déjà des résistances électriques sans thermostat, ce qui rendait les choses un peu compliquées. Mais donc, j'ai remis cet aquarium en marche et j'ai eu tout de suite des poissons. Je crois, comme mes parents, des vivipares, parce que j'ai aussi retrouvé un carnet dans lequel ils mettaient des notes et il y avait des choses comme, par exemple, la femelle épée, porte-épée rouge a mis au monde aujourd'hui 32 petits poissons. Voilà. En même temps que donc, ils me fabriquaient, ils avaient déjà des bébés poissons. Voilà, le temps passe et bon, il se passe pas mal de choses. Mes parents se séparent, on met quelque temps dans des internats. Bon, ça dure à peu près 4 ans. Mais quand j'ai atteint l'âge de 16 ans, heureusement, ma mère qui comprend que je ne suis pas très heureux dans l'internat, que je n'y ferai jamais rien de bon, m'en sort et je vais vivre chez ma grand-mère à 10 avenue de la Rasure. Et je vais vivre à cet endroit pendant longtemps, jusqu'à ce que j'ai 26 ans, terminer mes études et épouser ma femme, Anne. Oui, dans quelques jours, nous allons fêter nos 58 ans de mariage. Bon, là, alors évidemment, après le moment que je suis de retour dans la Rasure, j'ai de la place, j'ai tout de suite plusieurs aquariums. J'essaye de faire un aquarium amazonien, je mets de la tourbe dedans, ça tourne épouvantable, ça devient noir, l'eau devient noire, c'est impossible de mettre des poissons là-dedans, il y a plein d'infusoires et de bactéries. Alors j'écris au docteur Jacques Géry, qui donc, pour ce qu'il veut faire, il ne me répond pas très aimablement parce qu'il dit que je ne lui donne pas tous les paramètres, mais quand même, il se souviendra de moi, car quand plusieurs années plus tard, je reprendrai contact avec lui, il sera très aimable et voilà, et finalement, il m'honorera même de son amitié.
Bon, je crois qu'on peut passer à l'image où on voit un livre et une revue. Tout à fait. Alors, c'est deux publications qui ont joué aussi un certain rôle dans ma vie et dans mon instruction. Le livre, c'est le livre, donc, Exotic Fishes, écrit ou, disons, rédigé par un grand aquariophile américain, William T. Innes. Et ce livre était du reste du bijou. Je dois l'avoir toujours dans ma bibliothèque, mais je ne le retrouve plus. Parce que, si vous voulez, les images des poissons étaient excellentes, dans le sens qu'elles sont très jolies, mais surtout, les illustrateurs sont toujours attachés à rendre vraiment exactement comme le poisson est, dans les moindres détails, et aussi les attitudes que les poissons ont quand ils sont dans l'eau. Et le texte est aussi très bon, parce que William T. Innes avait pour ami un grand ichthyologue américain, George Myers, et donc il lui soumettait toujours le cas quand il y avait un problème. Donc ça, c'est un des livres qui m'a vraiment beaucoup aidé quand j'étais jeune, et faire connaître les poissons. Et puis j'étais aussi abonné à une revue, The Aquarium, qui était aussi publiée par Inès. Et aussi, j'ai appris là beaucoup de choses. L'autre revue que vous voyez sur cette même image, c'était la première revue aquariophile française, l'Aquarium et les poissons. Et le numéro que je vous montre, justement, avait pour sujet principal le néon qu'on trouvait à ce moment-là. Donc, il fait sobriquet Inésie, comme on l'appelait à ce moment-là. Et donc, l'article était par ce fameux docteur Jacques Géry. Docteur Jacques Géry était un Strasbourgeois. En fait, c'était un chirurgien plasticien excellent, mais il était aussi un aquariophile passionné. Comme il parlait très bien l'allemand, il avait des amis aquariophiles en Allemagne, et déjà, bien sûr, les aquariophiles allemands étaient toujours les meilleurs. Et donc, grâce à cette revue, j'ai appris beaucoup de choses, parce que dans chaque numéro, généralement, il y avait été consacré d'abord à une espèce dont on expliquait le comportement, le lieu où elle vivait, les besoins qu'elle avait en aquarium, etc. Et puis, il y avait aussi des articles plus généraux. Et c'est par exemple là que j'ai appris qu'en Amazonie brésilienne, il y avait 3 types d'eau. L'eau blanche, des fleuves qui charriaient beaucoup d'argile et qui étaient pas vraiment blanches, en fait, beige. Et alors, on expliquait que c'était chargé d'argile parce que ces eaux érodaient les Andes d'où elles provenaient. En fait, c'est faux. Je peux vous dire, j'ai été voir, toutes les rivières qui descendent des Andes ont des eaux normalement claires, tranquilles. C'est plus bas, quand elles traversent certains terrains, qu'elles vont se charger d'argile et devenir blanches. Il y avait aussi donc les eaux noires qui venaient, elles, de rivières qui passaient dans des grandes étendues marécageuses où elles se chargeaient de matières humiques et de fer. Et ça, c'est partiellement vrai, mais il y a aussi des eaux noires dans d'autres régions où on a des sols podzoliques, par exemple, de gneiss blanc. Et puis, il y a finalement les eaux cristallines. Et ça, c'était surtout les eaux de certains fleuves qui descendaient des boucliers, des massifs, disons, brésiliens, par exemple, de roches cristallines. Et en effet, ces fleuves étaient autrefois avec une eau très, très cristalline. Je crains malheureusement qu'ils ne sont pas ainsi. Mais si vous voulez, même ailleurs, dans les terrains, disons, argileux, ferralitiques, comme on dit, on pouvait trouver des eaux assez claires, au moins pour arriver à voir à travers avec des masses. Voilà. Bon, Paracérodon inési. hein? Alors maintenant, on va donc ce numéro que vous avez vu là, l'aquarium et les poissons, était consacré à Néon Inési, donc il fait sobriquet Inési, il avait été décrit ainsi. Et malheureusement, je ne résiste pas à vous raconter un petit peu comment ce poisson a été collecté et envoyé d'abord en Europe, parce que c'est une histoire assez rocambolesque. Donc, la première personne qui a trouvé ce poisson au Pérou, près d'Iquitos, était un Français nommé Rambaud,
Et en fait, ce n'est pas tellement lui qui l'a trouvé, c'est une femme indienne qui lui a montré ce petit poisson si brillant. Rambo, qui était un collectionneur donc professionnel, qui collectait surtout des papillons qu'il vendait donc en France. Je ne sais pas, il devait avoir une filière pour les vendre. Alors, il bien avant compris que s'il pouvait trouver beaucoup de ces poissons extraordinairement colorés, il pourrait faire fortune. Donc, il s'est arrangé pour envoyer quelques, je ne sais pas combien, je ne sais pas, mais disons 2 dizaines de poissons en France, où ils ont été réceptionnés par une firme qui s'appelle Le Plomb, je crois, Le Plomb, hein, laquelle firme n'a pas gardé ces poissons longtemps, les a presque tout de suite vendus à deux personnes de Hambourg, qui les ont donc amenés à Hambourg, parce qu'Hambourg, à l'époque, c'était le grand centre où tous les poissons exotiques arrivaient et où se trouvait toute, disons, la communauté aquariophile la plus importante du monde. Et du reste, à Hambourg, il n'arrivait pas seulement des poissons, mais toutes sortes d'animaux. Par exemple, le zoo d'Hambourg, à ce moment-là, était de loin le plus beau zoo du monde. Et donc, je ne sais pas très bien ce qu'ils ont fait avec ces poissons à Hambourg, mais après, ils ont eu l'idée d'en envoyer 5 vivants aux États-Unis. Et pour que le voyage ne soit pas trop long, ils ont mis ces poissons dans un sac et ils l'ont mis dans le fameux Zeppelin Hindenburg, qui a donc transporté ces poissons aux États-Unis. Et finalement, un seul est arrivé vivant à l'Aquarium Shed à Chicago. Et l'Aquarium Shed à Chicago, je ne sais pas, je ne me souviens pas si le poisson était encore vivant ou pas, et l'a envoyé à William Innes, parce que William Innes était déjà très connu par ses publications, ses livres, etc. Et ils se sont dit, voilà, William Innes va parler de ce poisson et ça va faire une belle pub. Et alors, William Innes, il a donné ce spécimen à son ami donc scientifique George Myers, qui en plus a, je crois, reçu quelques autres spécimens préservés et qui a donc décrit le nom sous le nom Iphésobricon inesi. Bon, certains ont dit que ce n'était pas très juste, surtout les Français, que ça aurait été mieux qu'il s'appelle Raboti, puisque c'était Raboti. Moi, à l'époque de MeToo, je trouve que ça aurait été encore beaucoup plus beau s'il avait eu le nom de la femme indienne. Mais enfin, voilà, on ne peut pas revenir là-dessus. Donc, quand il y a eu la guerre, et après tout, on n'en a plus entendu parler pendant quelques années, et quand après la guerre, on a entendu que ce poisson allait peut-être revenir sur le marché aquariophile en Europe et en Suisse, évidemment, tout le monde a été très intéressé. Et c'est amusant parce qu'en fait, j'ai vu mon premier inesi chez un petit marchand de poissons, enfin d'animaux, qui avait autrefois sa boutique à la rue centrale à Lausanne. Et il s'appelait M. Kuczynski. Il était un personnage assez caricatural comme ça. Il vendait un peu de tout, des oiseaux, des tortues et même parfois des lézards verts. Et il avait donc quelques aquariums à gauche et c'est là où j'ai vu mon premier inesi. Mais je pense que je ne les ai pas gardés tout de suite. C'est que plus tard, donc quand je me suis finalement fait un aquarium un peu amazonien, où il y avait des inésies et d'autres très jolies espèces avec des cataphodes, c'est-à-dire ces petites lumières qui sont réfléchies par ces petites taches qui sont réfléchies par les lumières, comme par exemple Migramus pulcher et d'autres. Et voilà. Et ce poisson, Iphésobricon inesi, m'a immédiatement donné l'envie d'aller une fois voir l'endroit où il vivait. Et donc, dans mon adolescence, j'ai tout de suite dit qu'une fois, j'aimerais espérer aller sous les tropiques et même éventuellement y vivre quelque temps, parce que, si vous voulez, il y avait 2 biomes qui m'intéressaient particulièrement. C'était donc la forêt tropicale humide, la rainforest des Anglais, et aussi les récifs coralliens. Alors, en fait, j'aurai la chance de voir ces derniers avant, parce que je ferai quelques voyages assez extraordinaires aux Antilles. Ma mère ayant déménagé et vivant à New York, ça avait été assez facile d'aller avec elle dans les Antilles et on a été à des endroits vraiment merveilleux. Mais
pour ce qui est des inésies, il a fallu très longtemps jusqu'à ce que je puisse les voir dans la nature. En fait, c'est seulement en 1977, quand j'étais basé et travaillé au Pérou, pour le compte de la direction des forêts et de la faune, qui était donc une agence du ministère de l'Agriculture du Pérou, heureusement payée par la coopération technique suisse. J'ai eu l'occasion souvent de me rendre dans un lieu qui s'appelait Renaro Herrera, qui était un village qui se trouvait au bord du Rio Ucayali, en pointe, et où j'essayais de développer un peu, si vous voulez, des ressources durables, comme l'élevage de certains animaux et d'autres choses comme ça avec le projet, parce que les Suisses, eux, voulaient essayer d'établir des colons le long d'une route en construction, en leur donnant des parcelles et en leur donnant du bétail, des vaches brunes suisses, mais ceci avec un succès, il faut dire, très mitigé. Donc, il n'était pas long à m'apercevoir qu'Arena Herrera, de loin, la ressource en protéines la plus importante, 90% au moins, provenait des poissons qui étaient principalement pêchés dans deux petits lacs. Je ne sais pas s'il y a la carte là. Julien? Non, il n'y a pas de C'est carte. pas là, pardon. Bon, c'est enfin deux petits lacs qui se trouvaient pas très loin de Renaro Herrera, dans la plaine alluviale de l'Ucayali. Et donc, j'ai vu qu'il fallait absolument s'occuper de protéger cette ressource. Et j'avais même pu engager quelqu'un pour le faire. Et ça a été un grand succès parce que ce jeune homme qui, j'avais été effrayé, je l'avais engagé parce que j'avais trouvé qu'il était très bien. Mais quand on l'a amené sur place, on s'est aperçu qu'il ne savait pas nager. Alors là, dans la forêt comme ça, qu'on passe son temps sur des embarcations très fragiles, il y a une chose qui est absolument importante. Heureusement, en quelques jours, on l'a appris à nager au milieu des piranhas et des raies. Il a été fantastique. Et ensuite, il a fait une très jolie carrière. Et pas mal d'années plus tard, je l'ai revu et il m'a dit, je ne pourrais jamais assez vous remercier de m'avoir engagé parce que ces années passées là, sur l'Ucayali étaient merveilleuses. Après, j'ai été engagé par le service des pêches et finalement, j'ai un poste à l'université. Et tout ça, cela n'aurait pas été si possible sans vous. Et ça m'a fait vraiment un énorme plaisir parce qu'au fond, ce qu'on peut obtenir dans la coopération, tous ces projets, généralement, il ne reste pas grand-chose. Mais si on a pu aider quelques méritants à faire leur vie, alors je pense que c'est la chose la plus utile. Donc, quand je suis arrivé à Renaro Herrera, j'ai vite appris qu'il y avait des inésis dans le coin et on m'a montré où ils étaient. Je ne veux pas trop insister là-dessus, seulement pour dire qu'ils se trouvaient tous dans des eaux pas très éloignées de l'Ucayali, dans la plaine d'inondation de l'Ucayali, et que je n'ai jamais trouvé dans les petits ruisseaux sur terre ferme, disons, qui couraient dans la forêt. Il y avait beaucoup d'autres espèces, petites espèces de poissons, mais vraiment, les inésies ne vivaient que dans des pièces d'eau. Enfin, je les trouvais surtout en saison sèche, dans des pièces d'eau qui étaient donc sur cette plaine alluviale de l'Ucayali. Cependant, ils ne vivaient pas dans de l'eau de l'Ucayali, c'est de l'eau pluviale qui vient soit par les petites rivières, soit qui descend les pentes qui bordent cette plaine. Et donc, c'est une eau, en effet, quand même très peu minéralisée, mais certainement que le sol, lui, est plus riche. Et donc, tous les écosystèmes les plus productifs, les arbres donnent des feuilles plus nutritives, etc., ce qui expliquait du reste la grande productivité naturelle de ces lacs. Bon, j'en ai trouvé aussi encore un autre endroit près de Renaro Herrera, plus près du village, mais aussi toujours sur un bout qui restait de la plaine alluviale de l'Ucayali dans une espèce de fossé avec quelque chose. Alors, bien sûr, j'ai essayé de mesurer la conductivité, qui était d'environ 20 microsiemens, qui pour la région était relativement élevée. Cependant, pas moyen de mesurer une dureté. On est toujours en dessous d'1 degré de dureté allemand. Et donc, à un endroit, je voyais une toute petite réaction quand je mettais la première goutte, puis plus rien. Donc, ça montrait qu'il y avait peut-être un tout petit peu de carbonate de calcium dans l'eau, mais vraiment
vraiment à peine. Par contre, dans tous les petits ruisseaux qui se trouvaient sur la terre ferme, là, la conductivité était toujours très, très basse, 14 microsiemens en moyenne. L'eau était toujours un peu acide, ça dépendait, ça pouvait varier entre 6 et quelques 5,5. Et elle était, suivant la nature du terrain, noire ou claire. Mais on ne pouvait pas avoir de grande différence entre les eaux noires et les eaux claires au point de vue, disons, chimique, au moins avec les moyens que j'avais. Et donc, voilà, cet endroit, Renaro Herrera m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté parce qu'à cause de la diversité énorme des milieux qu'il y avait à cet endroit. J'allais retrouver encore des Inésis, plutôt en amont d'Iquitos, le long d'une petite rivière qui s'appelle la rivière Motan, Bazan, pardon, qui était un affluent du Rio Napo. Donc, ce n'était pas trop loin pour atteindre cette rivière depuis Iquitos. Et là, il y avait les pêcheries, il y avait une petite base et des bateaux, et j'ai pu profiter pour remonter assez loin cette rivière. Et j'étais là avec une jeune ichthyologiste péruvienne d'origine asiatique, Fonchi Chang, et ça va être assez triste parce qu'en fait, ça va être un petit voyage extrêmement réussi. On va trouver des tas de poissons, mais ça sera le dernier que je fais avec Fonchi. Et voilà, dans un bas-fond, près de cette rivière, on va retrouver nouveau d'assez nombreux Ifesobricon inésis. Donc, à mon avis, voilà, Ifesobricon inésis pour vivre a besoin d'eau calme, stagnante, dans des zones périodiquement inondées. Et c'est ça son milieu. Et ceci va être encore confirmé qu'en 2006 arrive la nouvelle assez extraordinaire que Heiko Blair a trouvé des Ifesobricon inésis, ou un poisson qui lui ressemble beaucoup, dans le bas Purus. Donc, à 1500 km à l'est des populations les plus orientales connues de l'espèce. Et l'année suivante, nous allons participer à une nouvelle expédition de Heiko Blair. Pierre-Alain Lerèche va venir avec moi et nous allons revenir à cet endroit et non sans beaucoup de difficultés, retrouver des Inésis parce qu'ils ne sont plus au même endroit. On a dû remonter très loin ce petit ruisseau. Mais même très en haut, on verra qu'on est toujours dans une zone inondable. Donc, il n'y a pas de doute. Ifesobricon inésis vit toujours dans ce genre de milieu. Il est inutile de le chercher ailleurs. Et en fait, ce n'est pas des poissons, malgré leur brillance, qui est facile à trouver parce qu'ils sont très petits. Et si on ne cherche pas vraiment ça, on ne va pas les voir. Et si on ne va pas au bon endroit, on ne va pas les trouver non plus. Moi, je suppose qu'en fait, si on cherchait bien, on trouverait probablement des Ifesobricon inésis partout entre le Purus et le Pérou. Bon, Heiko Blair n'est pas du tout d'accord avec moi, mais bon, il s'est trouvé que parfois, quand même, j'ai eu raison. On ne le saura peut-être jamais. Peut-être. Je te propose déjà juste un petit peu d'eau. Voilà. Oui, vous tournez vers l'écran. Ma voix est Voilà. un peu... Voilà. Et puis on passe à Alex Alrotti. Exact. Alors maintenant, quelques années plus tard, Voilà. dans les années 50, en fait, l'espèce a été décrite en 56. Il arrive la grande nouvelle qu'on a trouvé une nouvelle espèce de néon qui est encore plus grande, plus belle, plus colorée que l'Inésie. Et alors, il va se produire à ce moment-là une chose assez extraordinaire. Il va y avoir une espèce de compétition entre deux scientifiques pour décrire cette espèce le premier. Et un de ces scientifiques, c'est le nouveau George Myers, qui pensait nommer son poisson, donc Ifesobricon cardinalis. Et l'autre est un nommé Schultz, qui a été commissionné par Axelrod, qui commençait à étendre son empire, ses publications, sa revue, etc., et qui a commissionné cet ichthyologue pour qu'il décrive très rapidement cette espèce et lui donne son nom. Et malheureusement, en effet, la publication qui est sortie dans TFH est sortie quelques jours, si ce n'est quelques heures, avant la publication de la description par Myers dans un journal scientifique.
Et il y a eu un espèce de procès à ce propos, mais malheureusement, il n'y avait pas de doute. La publication de la description de Schultz a été un petit peu avant celle de Mayas. Donc, le nom de Chérodon axelrodi pour cette espèce est resté fixé à jamais, ce qui est évidemment bien dommage. Mais bon, ça s'est passé. Et en effet, donc, un peu après, on a eu ce poisson qui va être importé vraiment par millions, parce qu'en fait, il va être encore beaucoup plus difficile à reproduire que l'inésie. On y arrive maintenant. Mais encore maintenant, je pense qu'on importe encore pas mal d'axelrodi, sauf que le centre de la récolte s'est déplacé du Rio Negro à la Colombie. Les poissons venant de Colombie sont du reste légèrement différents. Ceux du Rio Negro sont peut-être quand même un peu plus colorés. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, alors que le bassin du Rio Negro, pendant quelque temps, a été l'endroit principal d'où étaient exportés la plupart des poissons d'aquarium d'Amazonie, maintenant, je crois que plus beaucoup de personnes pêchent là, parce que le plus grand exportateur de poissons fixé à Manaus, c'était Turquis, a fermé ses portes il y a quelque temps. Et je pense donc que maintenant, tous les poissons, et en particulier les axelrodi, sont surtout exportés de Colombie. Évidemment, quand ce poisson a été connu, moi, j'ai tout de suite voulu aller dans le Rio Negro pour le voir dans son habitat naturel et aussi pour connaître la région du Rio Negro et pouvoir la comparer avec ce que j'avais vu au Pérou. Mais pour différentes raisons, cela n'a pas été très possible avec longtemps. Et alors que c'était, disons, midi moins 5 pour faire cela, j'ai pu organiser heureusement une petite expédition à bord du bateau Lopex, donc ce bateau sur lequel nous avions déjà été en 2007 avec Heiko Bleer et qui nous avait beaucoup plu. Et j'ai eu la chance de pouvoir rassembler une équipe vraiment magnifique pour venir avec moi. D'abord, j'ai eu quelques problèmes parce que les personnes que j'avais pressenties n'ont pas pu, se sont décommandées. Et en fait, ça a été une bénédiction parce que j'ai pu les remplacer par des personnes encore bien meilleures, en particulier Sylvain et Stéphanie, pour qui ça a été leur première, disons, initiation aux tropiques. Et quelle initiation! Et Stéphanie a été extraordinairement gentille avec moi. Elle m'a vraiment chouchouté parce que j'avais déjà certaines difficultés à cause de ma vie, ne serait-ce que pour me nourrir. Et je lui serai toujours extrêmement reconnaissante comme elle a été gentille avec moi sur le bateau. Et j'avais aussi pu enrôler, si je puis dire, Pierre-Alain Lerèche, qui était déjà venu avec moi dans plusieurs expéditions, Juan Miguel Artigas, Azaz, qui, vous savez, est un aquariophile très connu parce qu'il connaît d'une façon merveilleuse tous les poissons du Mexique et d'Amérique centrale. Et surtout, il est un photographe subaquatique extraordinaire. Et j'avais aussi pensé à une Américaine, une aquariophile bien connue aussi, et qui, je n'ai plus son nom, c'est affreux, pardon, et ce qui est étonnant, c'est que cette dame m'avait dit, je viens bien, mais seulement si je peux venir avec une amie qui s'appelle Tom Pan. Et bon, j'avais dit oui, pourquoi pas. Et finalement, il y avait Ad Koenings qui en fait pensait organiser une expédition Tanganyika avec certaines personnes donc, qui allaient venir avec moi. Et quand il a vu que les gens venaient plutôt avec moi, eh bien, il a dit, est-ce que je peux venir aussi avec vous? Et donc, on a eu aussi cette sommité de l'aquariophilie qui est Ad Koenings avec nous. Et il m'a été très utile pour la fin de l'organisation du voyage, car par exemple, il a su comment on pouvait obtenir des billets pour voler de Manaus à Barcelos, où on a retrouvé le bateau. Et on a eu une expédition vraiment très, très intéressante. L'ennui quand même, c'est qu'on pensait remonter à des affluents du Rio Negro, le Rio Araca, pour parvenir à une grande rivière d'eau claire où, paraît-il, il nage des millions d'axelrodi et d'autres petits poissons. Et on n'a jamais pu le faire parce que les eaux étant tellement basses, on n'a jamais pu rentrer dans le Rio Araca. Les bancs de sable nous ont bloqué le chemin.
Et donc, on a dû renoncer et remonter plus haut le Rio Negro et s'arrêter. Là, ça devenait de l'exploration et de s'arrêter dans quelques villages pour savoir si peut-être qu'il y aurait un endroit qui serait intéressant pour nous. C'est-à-dire un endroit où on trouverait de l'eau suffisamment claire pour pouvoir prendre des vues sous-marines, subaquatiques et aussi voir les poissons qui habitaient, en particulier les axelrodies. Et finalement, un petit village nous a dit que oui, un petit peu en amont, il y avait un petit igarapé, c'est comme ça qu'on appelle les petites rivières au Brésil, un petit igarapé qui s'appelait le Baririri. Hein? Oui, Voilà. tout à fait, mais on est un petit peu en retard sur le timing. Pardon? On est un petit peu en retard sur le timing. Bon, d'accord, ben, je me dépêche. Et donc, on a remonté ce Bariri et en effet, c'était tout à fait merveilleux parce que l'eau était suffisamment claire. On s'est arrêté à un endroit où il y avait un petit terre-plein avec des cases qui étaient, disons, un abri pour justement des collecteurs de poissons ornementaux. Et tout de suite, dès qu'on s'est mis à l'eau, on a vu les axelrodies qui nageaient par petites bandes de 30 comme ça près des bords et une multitude d'autres poissons. Et comme l'eau était suffisamment claire, Juan Miguel et Ad Konings étaient aux anges et se sont mis à photographier et à filmer avec acharnement. Et après un moment, on a décidé, allons voir un peu plus haut comment ça se présente, ce baril. Et on est remonté sur la rivière sur quelques kilomètres. Et tout à coup, à ma surprise, on est sorti de la forêt et on est entré dans un marais avec une végétation, disons, palustre, exubérante. Je crois qu'il y a quelques photos, on voit certaines plantes, dont une grande aracée, Monterichardia arborescens, qui est une plante que je connaissais déjà du Pérou et de la Guyane, et puis d'autres plantes. Et puis, ce qui était très intéressant, c'est que là où il y avait de l'eau libre, donc le soleil, on pouvait voir des tas de plantes submergées qui poussaient sous l'eau, dont une, j'ai bien reconnue, c'était une cabomba. Mais ce qui était étonnant dans cette cabomba, c'est qu'au lieu d'avoir des fleurs blanches comme les cabombas d'Amérique centrale que je connaissais bien, cette espèce-là avait des fleurs jaunes. Et donc, je suis persuadé que bien qu'elle soit soi-disant la même espèce, c'est-à-dire Cabomba pauensis, en effet, il doit s'agir d'une espèce différente. Bon, j'ai envoyé quelqu'un dans l'eau pour voir s'il voyait des guérodons dans le marais. Mais il n'a rien vu, mais je pense qu'il y en avait certainement. Malheureusement, notre progression a été à un moment bloquée parce qu'un grand palmier, la Puriti, donc c'est Mauricia flexuosa, qui parsemait le marais, était tombé à travers de notre route et malheureusement, son tronc était ou trop bas pour qu'on puisse passer dessous, ou trop haut, disons, pour qu'on puisse faire passer notre bateau qui est quand même assez lourd par-dessus. Et donc, on a dû revenir. Et après, on a appris que c'était bien dommage, car si on avait pu aller plus haut, et probablement qu'avec l'aide d'un local, on aurait pu le faire, il y avait des grands lacs, probablement d'eau claire, dans le lac dans lequel il y avait même des dauphins d'eau douce. Donc, ça aurait été super intéressant d'arriver là. Et hélas, on avait décidé de repartir et d'essayer de trouver encore d'autres endroits. Ce qui a été un petit peu dommage, parce qu'en fait, on aurait mieux fait de rester au Bariri, parce qu'on n'a plus jamais trouvé un endroit aussi intéressant. Bien qu'on en ait trouvé quand même d'autres. Et après, on est redescendu jusqu'à Manaus avec le bateau. Et cette descente a aussi été très belle parce qu'on passe à travers des îles très jolies. Il y a un grand archipel au milieu du fleuve. C'est un des plus grands archipels, disons, fluviaux. Et c'est très beau avec ce sable blanc tout autour, la forêt verte. On est dans les Llanos. Beaucoup de poissons. Voilà. On est dans les Llanos de Colombie maintenant. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai appris après par Jacques et Jérôme Blanc, qui ont été en Colombie, qu'il existe pratiquement les mêmes milieux de marécageux avec ces mêmes palmiers Mauricia flexuosa en Colombie. La grande différence, c'est qu'en Colombie, ces marais sont situés au milieu des llanos, donc sont entourés d'herbes et pas de forêts inondables. Mais sinon, ils sont très semblables et les poissons qui les peuplent, y compris les axelrodies, qui sont, paraît-il, un petit peu différents, sont là. Et aussi des poissons comme Inegromus blairy, donc le nez rouge, qui maintenant, du reste, a passé dans le genre Petiteia. Voilà. Donc, il y a une grande similitude
entre ces biotopes. Peut-être que quand même, donc ces biotopes de Colombie font partie du bassin de l'Orénoque. Peut-être qu'il y a quand même quelques poissons différents. Par exemple, il semble qu'il y a un Andinoacara coule clair, donc un cyclidé, je ne me serais vraiment pas attendu à trouver là, et qui certainement n'existe pas dans le bassin du Rio. Voilà, on est en Voilà. simulance maintenant. Hein, pardon? Simulance. Alors, finalement, on devait encore découvrir une troisième espèce de néon. Et ce qui est amusant, c'est qu'il semble qu'on l'ait découvert dans un magasin aquariophile de Zurich. Un fin connaisseur a regardé un lot d'Axel Rodi et parmi eux, il a noté qu'il y avait quelques poissons, pas un seul, il y en avait plusieurs quand même, qui étaient différents, dans le sens que la plus grande différence, c'est qu'ils n'avaient pas de rouge. La partie rouge de leur corps chez Axel Rodi était blanche, légèrement rosée. Alors, il a acheté ces poissons et je crois que c'est lui qui les a envoyés chez le docteur Joly, qui les a examinés et qui a dit qu'en effet, c'était une espèce différente et donc les a nommés à ce moment-là, il fait sobricon simulans, parce que lui, il simulait donc l'Axel Rodi. Je ne trouve pas que c'est un très joli nom, on aurait pu trouver quelque chose de mieux. Ceruleus. Alors, ce qui est amusant, c'est que ces poissons qui sont toujours dans le commerce aquariophile et qui ont un succès parce que le fait qu'il n'ait pas de rouge leur donne une certaine distinction, je dirais. Ils sont très jolis. Ce qui est drôle, c'est qu'on les affûte souvent de noms bizarres. D'abord, on les appelle parfois néons verts. Mais je ne trouve pas du tout qu'ils sont verts. Je trouve qu'ils sont tout aussi bleus que les autres, peut-être même un peu plus bleus. Bon, c'est peut-être parce qu'ils n'ont simplement pas de rouge qu'on les appelle ainsi. Et puis, dans un magasin récemment, j'ai même vu qu'on les appelait faux néons, parce qu'ils ont le faux. C'est vraiment une bonne espèce. Donc, c'est une espèce très jolie et je suis content, elle a toujours du succès. Voilà. Maintenant, on est au papillon. Alors, je vous ai montré ici une photo d'un magnifique papillon, une espèce de morpho. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le seul animal qui a vraiment un bleu semblable au bleu des néons. Bien, évidemment, c'est une couleur quand même très différente parce que les papillons, c'est en quelque sorte une couleur morte. Ce sont des cristaux qui reflètent le bleu. Tandis que chez les néons, c'est peut-être aussi des cristaux, mais c'est dans des iridophores. C'est donc des pigments vivants. Parce que, comme vous le savez, les néons, si on les allume quand ils sont dans le noir, vous verrez qu'ils ont perdu toutes leurs couleurs. Ils sont roses. Leur bleu, leur rouge disparaît et revient seulement peu à peu avec la lumière. Il n'aime du reste pas du tout ça. Voilà. Hemigramus blairy. Attends, je te donne un verre d'eau, comme ça. Et puis alors, on va juste tourner. Hemigramus blairy, qui maintenant s'appelle Petiteia blairy, parce que deux ichthyologistes, Malabarba et Weitzman, ont finalement rassemblé les trois espèces de nez rouge dans un même genre, Petilla, un genre qui avait été créé par Jacques Géry pour Petilla Georgia. Georgia étant le nom de sa femme, en parenthèse, donc il avait dédié ce genre. Il n'y a pas de poisson qui s'appelle Année pour le moment, mais ça aurait été très vilain. Mais alors bon. Donc, Blairy avait décrit un nez rouge originaire du Pérou sous ce nom de Petiteia georgiae. Et donc, ces deux scientifiques que je viens de nommer ont pris ce genre pour le donner aux deux autres espèces qui étaient donc le Rhodostomus, un nez rouge qui vient de la Guyane, et donc l'espèce dont on vient de parler, Blairy. Voilà, c'est des très jolis poissons et qu'on trouve donc toujours associés au Chérodon axelrodi, que ça soit dans le Rio Negro ou dans les Llanos de Colombie. Voilà. Ensuite, Purulina l'été. Alors, Purulina l'été, c'est un poisson de la famille, un petit poisson de la famille des Lesbiaceinae, donc une famille caracoïde. Je l'ai donné parce que c'est le bon exemple d'un très joli poisson, très commun, par exemple, à Renaro Herrera dans les ruisseaux, et qui, pour une raison étrange, n'a semble-t-il jamais été importé, alors qu'il est vraiment très joli et sans doute intéressant, parce que je soupçonne qu'il se reproduit peut-être comme Copeia arnoldii, c'est-à-dire hors de l'eau, qui met ses œufs hors de l'eau, parce que les mâles ont une grande nageoire anale qui pourrait bien servir à, disons, un peu envelopper la femelle et donc aider à coller les œufs sur une feuille. Mais ceci n'est pas encore du tout certain. Voilà.
Nanostomus trifasciatus. Alors, Nanostomus trifasciatus, c'est aussi le Nanostomus, l'espèce de Nanostomus qui est la telle la plus courante en Renaroa, dans les petits ruisseaux, un peu partout, et que donc j'avais une fois trouvé dans un même dans un trou d'eau avec des néons, des inésies. Et dans ce trou d'eau, j'avais même pu observer les inésies en train de pondre. Et donc, j'ai mis ce trifasciatus parce que j'en ai gardé plusieurs fois en aquarium et jamais ça n'avait rien donné. Et la dernière fois, je les ai introduits dans un aquarium où il y avait déjà des Impaichis Keri. Et à ma grande surprise, de 10, ils sont rapidement devenus, je ne sais pas, peut-être une bonne centaine, parce qu'ils se sont bien reproduits dans cet aquarium. Et à un moment, j'ai même cru qu'ils allaient complètement dominer les Impaichis. Mais maintenant, il y a un équilibre entre les deux espèces et ils semblent vouloir se maintenir à jamais. Bon. Impaichis Alors, geri. justement, Impaichis geri, c'est le poisson que je viens de mentionner, qui, lui, a été collecté dans une rivière qui, bien qu'elle fasse partie du bassin amazonien, coulait en dehors de la forêt amazonienne, plutôt dans le Mato Grosso. Et c'était une rivière qui, paraît-il, recevait donc pas mal de lumière et qui avait une végétation aquatique absolument magnifique. Si je l'ai mis, c'est que c'était l'espèce favorite de mon grand ami, le docteur Jacques Géry. Parce que, pour une fois, Jacques Géry avait participé à l'expédition qui avait trouvé ce poisson. D'habitude, Jacques Géry étudiait les poissons au laboratoire. Donc, il me disait parfois, « Ah oui, vous savez, je sais très bien reconnaître des poissons formalisés à l'école, mais si vous me montrez la même espèce vivante, je ne vais pas savoir ce que c'est. » Bon, et là, cette fois, il avait participé à l'expédition qui avait trouvé cette jolie espèce. Et donc, il l'avait décrite et nommée Impaichis keri. Impaichis, ça veut dire poisson de l'INPA, donc le poisson de l'Institut national des pesquisas amazonicas, donc l'institut de recherche qui se trouve à Manaus. Chaque année, Jacques Géry venait passer quelques mois là pour dicter des cours d'ichthyologie. Et quant à Keri, eh bien, c'était en l'honneur de M. Kerr, qui était le directeur de l'INPA à cette époque. Un très joli poisson que je recommande parce qu'il se reproduit très facilement. Il lui suffit de donner de l'eau douce, des plantes, et vous allez voir, il va se reproduire et se maintenir sans difficulté dans vos aquariums. En parlant d'eau, prends peut-être un peu d'eau aussi. Je laisse boire une petite goutte d'eau. Fais une petite pause. Voilà. Puis on va. Comme ça, tu peux continuer avec les autres. Parfait. Gasteropellecus ternicla et maculatus. Oui, alors je n'ai pas résisté à vous montrer ces quelques poissons parce que c'est des poissons quand même, vous voyez, ils ont une forme vraiment très, très étrange. Et donc, ils m'avaient beaucoup déjà frappé dans ma jeunesse quand j'avais vu des images de ces poissons. Et je m'étais toujours demandé pourquoi ils ont une forme si bizarre, qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est très simple. En fait, c'est probablement les seuls poissons véritablement volants. Parce que si les poissons volants marins font en effet des vols planés remarquables, ils font ça en prenant beaucoup de vitesse, puis en étendant leurs nageoires comme des ailes, et ils planent comme des planeurs, peut-être jusqu'à 50 mètres. Mais si vous voulez, ils ne volent pas vraiment, dans le sens qu'ils ne battent pas de leurs nageoires. Tandis que ces gastéropellicidés, s'ils ont cette grande carène, c'est parce qu'elle leur sert à fixer des muscles très puissants, un peu comme le bréchet des oiseaux. Et ces muscles très puissants sont capables d'agiter leur pectoral à une grande vitesse, un peu comme les ailes d'un insecte, et leur permettent, au moins sur des courtes distances, de véritablement voler et de s'élever dans les airs. Et du reste, j'ai un ami qui a entendu une fois un Gasteropellecus voler près de son oreille et qui a distinctement entendu un petit bourdonnement. Et certainement, c'est une adaptation qui leur permet d'échapper à leurs prédateurs. Et en tout cas, c'est un succès de la nature parce qu'ils sont très courts. Donc, les trois plus petites espèces, là, je les ai vues moi-même dans la nature, à Renero Herrera et plus haut dans le bassin de Lucalaye. Quant à la plus grande espèce qui a des points, c'était une espèce que j'avais observée au Panama, sur le versant pacifique, donc dans l'est du Panama, et qui ensuite, quelques années après, mon ami Al Stasberg, l'aquariophile norvégien, m'en avait envoyé une photo, me dit « Ah, j'ai trouvé ce poisson, tu connais ?» Eh bien, c'était de nouveau le maculatus. Donc, il l'avait pêché dans le Rio, je crois, Esmeraldas, en Équateur. Et en fait, cette espèce a donc une distribution géographique très différente puisqu'elle se trouve de l'est du Panama, versant Pacifique, le long, disons, de la côte pacifique de la Colombie et jusqu'au milieu de l'Équateur. Voilà.
c'est la plus grande espèce des Gastéropelicidae. Non, en fait, il y a un autre genre, Thoracotum, qui est encore beaucoup plus grande, mais que je ne vais pas montrer ici, parce qu'elle n'est pas très belle. Mais elle est très intéressante parce qu'à la rigueur, les gens la mangent. Carnigella strigata et Mayerzi. Ah ben c'est ça que j'ai montré déjà. Voilà. Hein, c'est déjà donc ces espèces que j'ai de Gastéropelicidae que j'ai trouvées au Pérou. Ensuite, voilà. Acestorhynchus microlepis. Alors ça, c'est plutôt une blague. Parce que, bon, ces Gastéropelicidae, ces petites espèces qui font en effet des petits vols dans l'air. Mais il y a beaucoup d'autres poissons qui sont capables de sauter et de faire des grands déplacements aériens. Et une fois, justement, c'était dans l'expédition en 2007, là, au Rio Purus, et on allait en bateau, et parfois les poissons, ils ont peur de l'onde de choc que produit le bateau en avançant dans l'eau. D'habitude, ils fuient devant le bateau, mais parfois, ils ont une drôle d'idée, ils vous sautent contre. Et ça a été le cas de ce poisson qui m'a sauté contre, ça a été un sacré choc. Il m'est arrivé dans le front, puisque nous, on avançait avec le bateau, lui volait dans l'autre sens, et recevoir un poisson pareil avec tous ses dents dans le front, eh bien, c'est pas très agréable, mais enfin, ça n'a pas été grave. Mais voilà. Donc, c'est un espèce de petit brochet d'eau douce, un caracoïde aussi, qui a des dents donc impressionnantes. Pygocentrus natereri. Alors, comment parler des poissons amazoniens sans parler des piranhas, et dont l'espèce la plus représentative est donc Pyracanthus natereri. Ce poisson est souvent très joli parce qu'il a très souvent, enfin certaines populations, au moins un ventre très rouge. Et bon, j'ai souvent nagé, si je puis dire, en compagnie de piranhas. Ils ne m'ont jamais rien fait. Cependant, ils peuvent être dangereux parce que souvent, par exemple, ils se prennent dans les filets. Quand les filets sont bloqués, les gens plongent pour les débloquer. Quand ils sont pris dans des racines, etc. Et alors, si par hasard, on a le malheur de mettre sa main près de la bouche d'un piranha, eh ben, il peut facilement vous enlever un doigt. Et puis, il y a des accidents aussi qui arrivent quand on les pêche à la ligne, qui se débattent dans la pirogue, et puis ils mordent un peu n'importe où. Mais sans ça, je dirais que les gens, en général, les craignent très peu. Ils ont beaucoup plus peur de marcher sur une raie d'eau douce. Ce qui est amusant, c'est qu'une fois, on a pêché les piranhas, et avec eux, des juvéniles de Pacu, donc de Colossoma macropomum. Et c'est amusant parce que là, il y a un bel exemple de ce qu'on appelle le mimétisme batésien, d'après Bates, qui a mis ça en valeur, dans le savant Bates, c'est-à-dire des poissons qui miment d'autres quand ils veulent se protéger, par exemple, en se mêlant à cette espèce. Et c'est le cas de ces jeunes Colossoma macropomum qu'on avait trouvés au milieu de Natereri et qui donc prenaient leur apparence d'ensemble qu'ils avaient à peu près la même taille et aussi le ventre rouge. Et en fait, ils étaient assez difficiles à distinguer. Et je pense que les prédateurs éventuels qui ont peur des Natereri, parce qu'avec leurs dents, eh bien, comme ça, les macropomum, là, les Colossoma, se protègent en quelque sorte. En fait, une explication qui est peut-être un petit peu tirée par les cheveux, mais je pense que c'est vrai. Voilà. Astyanax mexicanus. Alors voilà, ça, c'est le poisson qui est le plus commun au Mexique, souvent le plus commun dans les eaux mexicaines de basse altitude. C'est vraiment un poisson, vous voyez, qui a un aspect on ne peut plus classique de poisson. Et je pense qu'en fait, c'est une forme idéale pour un petit poisson de sa taille. Ainsi, ça leur donne une grande vitesse, une grande manœuvrabilité, et ceci avec les sens très aiguisés qu'ont ce poisson, les yeux, des bonnes dents, sans doute une ligne latérale très performante, parce qu'ils sont toujours affamés et ils se ruent sur la moindre chose qui tombe sur la surface de l'eau, ou ils viennent vous arracher les poils dans le dos, ce qui est assez désagréable. Mais quand même, c'était un poisson tellement normal. Je me disais, mais au nom du ciel, comment est-ce qu'un poisson pareil peut avoir un tel succès? Parce que très souvent, donc, ils sont l'espèce la plus nombreuse dans les rivières. Peut-être même, comme ils sont tellement nombreux, ils sont la plus grosse biomasse. Enfin, ça, c'est difficile à dire. Et je me suis dit, une fois, il faut que j'en ramène chez moi pour que je puisse voir un peu ces poissons. Et donc, j'en ai ramené de mon dernier voyage au Mexique, c'était en 2010. J'ai ramené un petit groupe de ces poissons. Heureusement, j'ai pu en sauver 7. Et puis, je les ai gardés quelque temps en aquarium.
Et puis, à un certain moment, je me suis dit, ah, mais ils vieillissent, je vais risquer de les perdre, je vais essayer de les reproduire. Et j'ai profité que l'aquarium de mon bureau avait été vidé parce qu'on avait dû le réparer pour le remplir d'eau simplement et mettre simplement des petits cailloux par terre pour que ça fasse des interstices, un peu de mousse de java. Et j'ai mis là dans mes Astyanax sur place, je les ai laissés 3 semaines, je les ai retirés et puis j'ai regardé pour voir s'il avait arrivé quelque chose. Et puis rien n'arrivait. 3 semaines sont passées, même un peu plus. Là, je me suis dit, c'est fichu, allez, je vais vider tout ça, je vais remettre du sable, du poisson, des plantes dans mon aquarium. Et puis, tout à coup, hop, on voit un jeune. Ah, il se tient encore assez près du fond, mais il est déjà bien vigou, il nage vite. Le jour suivant, on en voit 2, après 3, 4, 5, finalement, il y a une trentaine. Dès qu'ils viennent plus grands, ils se mettent à nager en eau libre et ils poussent très vite. Et donc, je crois que j'ai compris maintenant pourquoi cette espèce a tellement de succès. C'est que les adultes pondent, les œufs tombent sur le fond, et les alevins, au début, tant qu'ils ne sont pas des nageurs rapides, ils vont rester collés au fond en se protégeant. Et là, ils sont pratiquement invulnérables parce qu'aucun poisson ne peut les trouver. Et c'est seulement quand ils ont atteint une certaine taille et une certaine vitesse qu'ils vont sortir en eau libre. Et là, ils n'auront plus beaucoup de danger. Et donc, je dis, c'est une espèce qui a un succès biologique étonnant. C'est le caracidé qui remonte le plus au nord, le long de la côte mexicaine. Il y a même quelques populations dans l'État du Texas. Vous voulez dire un mot sur la forme cavernicole? Ah oui, surtout, ces poissons, pardon, j'oubliais de vous dire, c'est que vous voyez sur l'image, il y a la forme cavernicole de la même espèce. Elle est tellement différente que quand elle a été découverte, on avait même classé ces poissons dans un autre genre. Mais après, on a dû se rendre à l'évidence parce que dans certaines grottes, on trouvait tout au fond, donc la forme cavernicole, et puis à mesure qu'on se rapprochait de la sortie, eh bien, il y avait de plus en plus un mélange des 2 formes, et une fois qu'on était dehors, c'était toute la forme de surface. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'à un certain endroit du Mexique, il y a, si vous voulez, une série de grottes qui sont un peu en parallèle. Et ces grottes donnent toute naissance à des rivières, parce que c'est donc des eaux souterraines, c'est des régions calcaires, et chaque grotte donne naissance à une rivière. Et donc, on a pris l'ADN des poissons cavernicoles qui se trouvaient au fond de la grotte et l'ADN des poissons de surface de chaque rivière. Et on a vu que, point de vue génétique, les poissons cavernicoles sont toujours plus proches de la forme de surface de leur rivière que des poissons cavernicoles d'un autre bassin versant. C'est très, très, très curieux. Donc, on dirait que chaque fois, à partir de la forme de surface, le poisson a évolué en une forme cavernicole de manière indépendante. C'est très difficile à expliquer comment cela s'est produit. Voilà, c'est des poissons donc qui sont super intéressants pour cette raison. Siphocharax de Rami. Siphocharax de Rami. Vous voyez, cette photo n'est pas très belle puisqu'il s'agit d'un exemplaire formalisé qui a servi à la description de cette espèce qui, vous voyez, la pauvre, aura mon nom pour toujours. Mais c'est une histoire assez belle et malheureusement qui finit assez tristement. J'avais repéré dans une petite rivière d'eau noire de Renato Herrera une espèce de poisson qui me paraissait assez jolie, même si elle n'avait pas de jolie couleur, mais elle était comme ça assez gracieuse. Elle vivait en banc et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce poisson? J'ai l'impression que je ne le connais pas, je ne vois pas ce que c'est. Et j'avais essayé vainement d'en attraper. Donc ça se passait dans la fin des années 70. J'ai essayé vainement de s'attraper et je n'avais pas réussi parce que l'eau était assez claire, bien que ça soit de l'eau noire. Alors là, j'aimerais vous dire une chose, c'est très amusant. Cette eau noire, elle paraît noire quand on la voit dans le dessus, ou plutôt couleur thé, quand on la voit par-dessus et qu'il y a une certaine profondeur. Mais quand vous vous immergez et que vous tournez et que vous regardez la surface, vous avez l'impression d'être dans du vin de Bordeaux dilué. C'est marrant, cette eau, elle n'est pas du tout noire, elle est rouge, un peu pourpre à ce moment-là. Et on devrait peut-être plutôt parler d'eau rouge que d'eau noire. Quoique, la visite était bonne et donc je pouvais voir ces poissons très bien.
Et 11 années plus tard, je retourne à la même rivière avec un jeune biologiste, là, Fon-Chi Chang, et je lui dis, écoute, là-dedans, il y a un poisson, j'aimerais bien que tu le vois parce que moi, je crois que c'est peut-être quelque chose de nouveau. Et heureusement, on avait avec nous une petite scène. Et nous, en me remettant nouveau à l'eau avec mon masque, j'ai pu disposer la scène de manière à cerner un groupe de ces poissons. On a remonté vite la scène à la surface et on a réussi à en attraper 2. Et Fon-Chi, à ce moment-là, l'a regardé et a dit, oui, moi non plus. Je ne pense pas que je connaisse ce poisson et je pense bien que c'est une espèce nouvelle. Et je vais la décrire. Et si je la décris et que c'est vraiment une espèce nouvelle, eh bien, je lui donnerai ton nom. Bon, quelques années passent, je fais d'autres expéditions avec Fon-Chi, etc. Donc, la dernière en 98, comme je vous ai dit, au Rio Mazan. Et puis, malheureusement, après, je m'occupe beaucoup de Fon-Chi parce qu'elle pose sa candidature à une bourse de l'American Museum of Natural History de New York pour pouvoir faire un PhD, donc un doctorat. Et en vérité, elle n'a pas tous les titres universitaires nécessaires pour avoir cette bourse. Elle parle mal l'anglais, mais j'appuie lourdement sa candidature au point de vue, d'abord chez Mélanie Stiasny, qui est donc mon amie et que je connais, qui travaille à ce musée, qui est même une responsable principale du département des poissons. L'autre personne qui s'occupe des poissons et qui s'occupe des poissons justement sud-américains, c'est pas Mélanie, c'est un autre monsieur. Mais Mélanie me met en contact. Alors je dis, écoutez, oui, peut-être que Fon-Chi n'a pas les diplômes qu'il faut, mais ce que je peux vous avouer, c'est qu'elle est complètement dévouée à son travail. Et je suis sûr que si vous lui donnez cette opportunité, vous aurez quelqu'un de grande valeur au Pérou et que pour le musée, ça sera fantastique d'avoir une personne comme ça et qu'elle le mérite bien. Alors, s'il vous plaît, donnez-lui sa bourse. Et voilà, quelques temps après, elle reçoit la nouvelle qu'elle a sa bourse. Et Mélanie Stiasny, sur quoi m'écrit, elle me dit, vous savez, Patrick, si vous n'étiez pas intervenu comme ça, je ne l'aurais pas eu. Bon, ça m'a fait plaisir. Je suis tout content. Aussi, j'écris beaucoup à Fon-Chi ces temps-là parce qu'on essaie d'écrire ensemble une espèce de cyclidée. Hein, et tout ça. Et puis, tout à coup, plus de nouvelles Fon-Chi. Rien. Le silence complet radio. J'essaie de savoir ce qui se passe. Je demande à Lily Rodriguez, qui la connaissait bien. On avait été ensemble à Renaro Herrera. Et puis Lily dit non, je ne sais pas, personne ne sait, même au musée, ils ne savent pas où elle travaillait, tout. Les mois passent, plus rien. Je me dis, mais qu'est-ce qui a pu arriver? Et tout à coup, en août 99, je reçois un mail de Fon-Chi qui me dit, Patrick, je suis désolé d'avoir laissé tomber comme ça, mais il m'est arrivé des choses. J'ai eu des problèmes très difficiles. Et pour cela, je n'ai plus écrit. Je te dirai peut-être plus tard ce qui est arrivé, mais pour le moment, je pars dans une expédition au Rio Pastaza avec un petit groupe international et avec nous, il y a aussi Herman Ortega, le directeur du musée d'histoire naturelle de Lima, de Javier Prado, enfin du département d'ichthyologie, et puis d'autres scientifiques brésiliens et d'autres nations. On va, petit groupe, on va explorer les profondeurs du Rio Pastaza. Bon. Mais dans 15 jours, je rentre, et là, presque immédiatement, je pars pour New York, tout est en ordre, et je vais commencer mon travail pour mon PhD. Alors, je suis tout content, mais voilà que quelques jours plus tard, j'ai un téléphone affolé de Lily Rodriguez qui me dit, il y a eu un accident sur le Rio Pastaza, on n'a pas retrouvé, donc Fon-Chi est tombée à l'eau, on ne l'a pas retrouvée, on craint qu'elle soit noyée, enfin, demande à Carlos Ponce, qui était le responsable de l'organisation de ce voyage à Pastaza, demande-lui ce qui s'est passé, s'ils font tous les efforts pour la retrouver. Je téléphone à mon ami Carlos Ponce, il me dit, mais oui, Patrick, on fait vraiment tous les efforts qu'on peut. On a même sur place un hélicoptère, parce qu'il y avait un camp pétrolier de l'Occidental Petroleum qui a mis à disposition leur hélicoptère pour chercher Fon-Chi. Mais finalement, ils ne l'ont jamais trouvé. Et aussi, le conducteur du bateau a aussi disparu et on n'a jamais retrouvé leur corps. Les 5 autres personnes qui étaient dans le bateau
ont pu juste sauver sa vie, donc Hernan Ortega. Il y a même un Brésilien qui avait été entraîné au fond de la rivière parce qu'il avait été pris dans la capote du bateau, qui s'est trouvé à 10 mètres de fond, qui a réussi heureusement à se débarrasser et à remonter à la surface et à se sauver. Mais oui. Voilà, bon, alors j'ai compris ce que s'était passé après, mais voilà. Ça a été une des grandes tristesses vraiment de ma vie, de perdre cette fille que j'aimais beaucoup. Voilà. On va passer au Torictis meki. Alors, Torictis meki, je ne vais pas trop allonger sur ce poisson, mais disons, c'est un cyclidé, c'est peut-être parmi tous les cyclidés l'espèce que j'aime le plus. Ceci d'une part parce que c'est le premier cyclidé dont j'ai réussi la reproduction à Lausanne quand j'étais jeune. J'avais mis 4 cyclidés dans un aquarium, 3 Torictis dans un aquarium malheureusement trop petit. Il y avait un de ces Torictis qui était plus petit que les autres et je me disais, bon, le pauvre petit ne va peut-être pas survivre. Mais en fait, quelques temps après, ce pauvre petit est sorti avec une nuée d'alevins. C'était la seule femelle du groupe. Et donc, elle s'était appariée avec un des mâles. Et alors, à ce moment-là, j'ai retiré les 2 autres mâles pour qu'ils aient un peu plus de place. Mais n'empêche que l'aquarium était trop petit pour tout ce monde. Et quand les jeunes ont atteint comme ça 1-2 cm, je ne sais pas ce qu'il y a eu, il y a une pollution, et subitement, ils sont tous devenus rampants. Donc, malheureusement, je les ai tous perdus. Il y a une petite aventure qui va avec, mais on n'a pas trop de temps. Alors, avançons. Voilà, je vous propose peut-être de conclure avec Trichromis salvini. Alors, oui. Pas mal au bout du temps. Vous pouvez répondre aux questions. Donc, les Torictis, les Torictis meki, je devais bien les revoir dans la nature et en particulier en capturer une fois des magnifiques dans le Rio Mopan que je n'ai pas gardé. Et par la suite, mon ami Jacques Blanc et son fils Jérôme ont capturé une nouvelle race, une nouvelle variété dans ce même Rio. Et donc, ils me les ont donnés, je les ai élevés, et je les ai toujours dans mes aquariums et vous pouvez voir des très belles photos. Dans ces mêmes eaux, il y avait une autre espèce de cyclidés que j'aime beaucoup et qui maintenant porte le nom de Trichomis salvini. C'est à mon avis le plus joli de tous les cyclidés centra-américains. Malheureusement, je n'ai jamais pu ramener cette espèce et la reproduire. Bon, je crois qu'on va finir avec cette espèce. Alors, qu'est-ce que tu penses? Voilà, très bien. Et puis peut-être que les gens peuvent poser des questions. Si oui, on peut, exactement. Voilà. Bon, je dois vous dire que malheureusement, j'avais encore un groupe de poissons dont je voulais parler, mais voilà, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup, Patrick. Donc, on y a 95 personnes comme ça qui participent à la conférence. Donc, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, voilà, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Donc, il y a des gens. Non, moi, je n'ai pas une question. Je voulais simplement remercier Patrick de son exposé. Ça m'a bien plu. C'est très gentil. En vérité, je voulais vous dire beaucoup plus de choses. Mais bon, j'ai été pris par le temps, alors j'ai un petit peu arrêté. Malheureusement, je voulais vous parler aussi des Notobanchus, ces poissons annuels que j'ai aussi récoltés et pu étudier dans divers endroits. Mais là, je pense que ça sera pour une autre fois, peut-être. Oui. Et puis, j'aimerais aussi vous parler de poissons de Madagascar. Et alors, on verra. On verra, peut-être qu'on organisera quelque chose de nouveau en février si on arrive à organiser ça. Si ça vous a plu, je veux volontiers le faire, à la mesure où Julien sera disponible pour m'aider. Oui, on recommence sûrement. C'est tout à fait formidable. C'est dosité. Ah, c'est dosité, oui, je te reconnais bien d'abord. Non, recommence, absolument. D'autant plus que, comme tu dis, il nous manque le lamena. Il nous manque le lamena. Est-ce qu'il nous manque les poissons malgaches? Et je suis désolé parce que je crois qu'il y a même quelques malgaches qui peut-être m'écoutent et me regardent. Oui, mais il ne faut pas qu'ils croient que ces poissons ne m'intéressent plus. Au contraire, les poissons malgaches m'intéressent toujours énormément, ainsi que l'île en général, que j'adore. Et pour moi, ça a été la découverte de Madagascar de ces poissons a été quelque chose de fantastique dans ma vie. Donc, j'aimerais beaucoup en parler. Mais j'aimerais justement avoir le temps d'en parler. Oui, écoute, on commence ça en février. Allez, Patrick, fais-nous plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient des questions? Il y a plein de micros qui sont ouverts. Des fois, on a de la musique folklorique, comme vous avez pu l'entendre. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Autrement, on va terminer là tranquillement. On a enregistré… C'est magnifique. J'ai l'impression que tu as réveillé beaucoup de jolis petits souvenirs.
Alex Daniels. Je voudrais dire, Julien, tu ne peux pas passer la dernière fois. Oui, on peut vous remettre un petit coup de notobranchus. Donc, les mâles sont souvent très colorés et ces poissons vivent dans des milieux d'eau temporaire, donc qui n'ont de l'eau que pendant la saison des pluies, qui s'assèchent pendant la saison sèche, et ces poissons survivent grâce à leurs œufs résistants. Ils peuvent donc passer la saison sèche dans le sédiment, et les petits alevins sortent des œufs quand l'eau revient. Donc, ça. Et comme j'ai dit, et ça, c'est la dernière espèce que Stefano Valdesalici, que vous venez d'entendre, a eu l'amabilité de me dédier. Et donc, le pauvre poisson va s'appeler Notobranchus de Rami jusqu'à la fin des temps, enfin, jusqu'à ce qu'il y aura des scientifiques. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Merci à toi, merci à toi. Donc voilà, comme ça, vous avez pu voir le dernier slide qui était en fait ce Notobranchus de Rami. Bon. Bravo. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres encore remarques ou questions et autres discussions? Plein de gens qui t'applaudissent, plein de gens qui font des remarques comme quoi c'était magnifique. Pas assez de temps, semblerait, dans les remarques. Et je crois qu'il y a des gens qui te demandent aussi de refaire quelque chose sur les malgaches. Bien sûr, bien sûr. Je crois que là… donc, j'aimerais bien revenir sur les Notobranchus et peut-être sur d'autres cyprinodontidés, donc africains et d'autres, sur les poissons malgaches, au moins sur une espèce de Nouvelle-Guinée et peut-être une ou deux espèces du sud-est asiatique. Voilà, ça serait ça pour le prochain menu. Mais en fait, il y a encore beaucoup de poissons à présenter, donc c'est pas faute de matière. Donc, on va clôturer là-dessus. Merci beaucoup, Patrick, encore pour la présentation. Merci, Patrick. Bravo. 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 Merci beaucoup. Bravo. Merci, Patrick. Joyeux Noël à tout le monde. Merci à vous. Joyeux Noël à tous.